Donc, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, je m'appelle Nathan Roxelin, je suis doctorant en troisième année de thèse, et donc je vais vous présenter là une partie du travail que j'ai fait, donc sous la direction d'Hélène et de Sébastien Tordeux, qui est maître de conférence dans l'équipe Makutu. Et je vais vous parler de méthode HDG pour des équations d'ondes en régime harmonique avec de la convection. Et alors, le but, c'est d'aller faire des applications en héliosismologie. Alors, pour commencer par un petit peu de contexte, donc comme l'a dit Hélène, l'héliosismologie, c'est une branche de la physique solaire. Et donc les gens qui travaillent dans ce domaine, ils cherchent à comprendre ce qui se passe à l'intérieur du Soleil à partir de mesures qui sont faites à la surface. Donc en réalité, les ondes qu'on va réussir à mesurer, ce sont des ondes qui ressemblent à des ondes acoustiques. À la surface, elles sont mesurées par effet Doppler. Mais aujourd'hui, dans un but de faire du calcul numérique, on ne peut pas prendre en compte des modèles complets parce que ce serait beaucoup trop coûteux. Et donc, il y a un petit peu deux approches, soit négliger tous les effets magnétiques, et donc on va aller vers des modèles aéroacoustiques, et donc là, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Il y a aussi une approche qui va consister à garder ces effets magnétiques, mais par contre, on négligera tous les effets hydrodynamiques. Donc ici, je vous ai mis des petites illustrations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dopplergramme. Donc c'est justement les choses qui sont mesurées par les instruments qui sont à bord des satellites. Et ensuite, quand on les traite, en fait, on arrive à obtenir donc ce qu'on appelle des spectres de puissance. Donc, pour le dire simplement, ça représente un petit peu les relations de dispersion des différentes ondes qui vont se propager à l'intérieur du Soleil. Alors nous, dans notre approche de développer des méthodes numériques, on a choisi d'aller vers les méthodes HDG, et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc je vais commencer par vous expliquer ce que c'est que les méthodes HDG. Ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut arriver à ce type de méthode pour donc un modèle aéroacoustique assez simple qui est l'équation d'Helmholtz-convectée. Et puis, je vais finir par vous montrer quelques petits résultats numériques. Donc, avant de vous expliquer les méthodes HDG, peut-être on va repartir un peu en arrière. On va partir des éléments finis et des méthodes DG, donc qui sont les méthodes Galerkin discontinues. Et si je passe d'une méthode d'éléments finis à une méthode de Galerkin discontinue, je vais changer mon espace d'approximation et du coup, j'aurai plus la continuité forte de la solution sur les interfaces entre les éléments. Et donc, si c'est une propriété que je recherche, il va falloir que je la ramène autrement dans ma méthode. Et aussi, il va falloir que je m'assure que la méthode, que la méthode soit stable. Et donc, tout ça, on va pouvoir le faire en choisissant des flux numériques qui font communiquer les éléments entre eux. Et donc, ça, c'est assez similaire à ce qu'on peut voir dans les méthodes volume fini. Donc, les avantages des méthodes de Galerkin discontinue, c'est que on peut assez facilement, puisqu'on n'a plus la contrainte de continuité forte, on va pouvoir assez facilement avoir de l'adaptivité H, donc par raffinement de maillage, ou P, en augmentant localement l'ordre d'interpolation. On pourra faire des méthodes d'ordre assez élevé, enfin même d'ordre arbitrairement élevé, et assez naturellement, la méthode, elle s'implémente en parallèle. Par contre, le gros problème, c'est que ça coûte très cher, il y a beaucoup de degrés de liberté. Donc là, sur ces deux petites images, on peut voir les degrés de liberté pour une interpolation polynomiale de degré 3 avec des éléments finis continus, et ici avec une méthode de Galerkin discontinue. Et évidemment, si on monte l'ordre ou qu'on va dans des dimensions, en dimension 3, par exemple, le problème va être de plus en plus grave. Donc, une manière d'essayer de résoudre ce problème du coût, c'est de s'intéresser à ces méthodes HDG, méthodes de Galerkin discontinue hybrides. Donc, dans ces méthodes-là, on ajoute une nouvelle inconnue, mais cette inconnue, elle va vivre simplement sur le squelette du maillage. Et ensuite, on va utiliser un procédé de condensation statique pour éliminer tous les degrés de liberté intérieure. Et donc, ça va nous permettre de réduire beaucoup le coût de calcul parce qu'en fait, on gagne une dimension. Donc, si je veux résoudre un problème avec HDG en dimension 3, ça va avoir le coût de DG en dimension 2. Et donc, en dimension 2, le HDG aura le coût du DG de dimension 1. Donc, c'est très intéressant de procéder ainsi. Par contre, je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que bien sûr, les méthodes HDG, on les décrit très souvent comme la condensation statique des méthodes DG, mais c'est aussi des méthodes mixtes. Donc, elles sont notamment cousines, en quelque sorte, avec des méthodes comme la méthode de Ravière-Thomas ou la méthode BDM. Et nous, dans le cadre des problèmes réalistes en héliosismologie, ça va nous intéresser parce qu'on va pouvoir aller de manière assez fine contrôler l'espace qu'on approxime, et notamment on aura besoin d'espaces qui ont une régularité intermédiaire entre H div et H1,
avec la continuité qui change en fonction de la solution, qui change en fonction des interfaces. Donc ça, assez naturellement, on pourra mettre en place ce genre de choses dans la méthode, mais je ne vais pas en parler plus que ça aujourd'hui. Donc je vais maintenant essayer de vous montrer un petit peu comment on peut la construire pour de l'acoustique avec de la convection. Donc, je vais partir comme problème modèle de l'équation de Helmholtz convectée, que j'ai écrit ici, en formulation de pression, mais on pourrait l'écrire en formulation perturbation du potentiel de vitesse, ça ne changerait pas grand-chose. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'on a deux termes d'ordre 2, le Laplacien, qui est ici, et ce terme de convection d'ordre 2. Donc, la première étape que je vais faire, ici pour le problème scalaire, je peux, c'est rassembler ces deux termes en un seul, qui va être une sorte de Laplacien anisotrope. Si je me place en subsonique, il n'y a pas de problème pour faire ça. Et ensuite, pour aller vers une méthode mixte, je vais chercher à écrire une formulation d'ordre 1 en espace. Ici, j'ai deux choix. Le premier choix, que j'appelle le flux diffusif, en fait, je vais choisir une formulation où la convection n'est pas prise en compte par cette variable de flux, qui est Q. Et après, je peux sinon faire un autre choix, c'est de prendre en compte la convection et obtenir cette variable que j'appelle le flux total et que je note sigma. Et donc, avec ces deux formulations, je vais obtenir des méthodes différentes que je vais chercher à comparer. Et pour les méthodes mixtes, on sait qu'il y a, suivant les méthodes qu'on veut utiliser, il faut plutôt utiliser l'une plutôt l'autre. Pour la méthode BDM, par exemple, il faut utiliser la formulation avec Q. Pour Ravière-Thomas, les deux, finalement, se comportent assez bien. Donc, notre but, ça va être aussi un petit peu de savoir comment il faut procéder. Donc, une fois que j'ai ça, comme c'est une méthode quand même type élément fini de manière très standard, je multiplie par une fonction test, j'intègre sur le domaine et puis je fais un certain nombre d'intégrations par partie. Donc ici, je l'écris par exemple avec la formulation en Q pour obtenir la formulation variationnelle. Et comme je disais tout à l'heure, si on reste sur des écoulements subsoniques, c'est-à-dire que le son se propage plus vite que l'écoulement, on tombe dans le cadre de l'alternative de Fredholm et donc on a un problème, un cadre fonctionnel qui est assez connu pour travailler. Alors, ensuite, pour aller vers la méthode HDG, j'ai besoin d'introduire cette nouvelle inconnue que j'appelle la trace numérique. Ici, elle va être notée lambda dans toute cette présentation. Et ça va être une approximation de P sur le squelette du maillage. Et donc, toutes les intégrales de bord qui apparaissaient dans ma formulation faible, où il y avait P, je vais les remplacer par des intégrales de bord où il y a lambda. Et donc ça, ce sera la variable principale de la méthode HDG. Donc ensuite, j'ai besoin de choisir des espaces d'approximation pour toutes les variables et je vais considérer deux choix. Soit j'approxime toutes les variables par des polynômes de même degré, et donc ça va me donner les méthodes HDG. Je vais avoir une méthode HDG avec la formulation en Q, une méthode HDG avec la formulation en sigma, et un autre choix que je peux faire, c'est de monter le degré d'interpolation pour P, et donc ça va me donner une méthode que j'appelle HDG+, et ça par contre je vais le faire simplement pour la formulation en Q. Juste pour le dire très vite, ici on a le droit d'interpoler, de prendre le même degré polynomial pour tout le monde, ce que normalement on n'a pas le droit de faire avec les éléments finis continus, mais c'est parce que ça donnerait une méthode instable. Mais la stabilité des méthodes HDG, elle ne vient pas du choix des espaces d'approximation, elle vient d'un système de pénalisation, et donc ça ne pose pas de problème, on a le droit de le faire et ça marche de faire comme ça. Donc ensuite, une fois que j'ai ma formulation variationnelle, que j'ai introduit ma nouvelle inconnue et que j'ai choisi mes espaces d'approximation, je vais pouvoir discrétiser la formulation variationnelle et je vais obtenir pour chaque élément un système local que j'appelle le problème local, avec une partie qui dépend des inconnus sur l'élément et une partie qui dépend de la nouvelle inconnue sur les arêtes. Et donc ça, j'en ai toute une collection de problèmes comme ça, mais pour l'instant, ils ne communiquent pas entre eux parce que je n'ai pas choisi mes flux numériques. Il va falloir aussi que je les choisisse bien pour récupérer toutes les propriétés qui m'intéressent pour la méthode. Donc, ça revient à écrire ce qu'on appelle une condition de transmission qui s'exprime comme ça, donc ici avec la formulation en Q, ici avec la formulation en sigma, et l'opérateur avec des crochets, c'est en fait ce qu'on appelle l'opérateur de saut, qui mesure la discontinuité au niveau d'une interface entre deux éléments. Donc ici, en quelque sorte, ça revient à imposer de manière faible que cette discontinuité doit être 0. Donc il y a bien sûr plusieurs manières de choisir les flux pour obtenir ça. La manière standard, elle ressemble à ça. Donc ici, on a un premier terme qui va gérer le saut de sigma, et ensuite un terme de pénalisation qui fait en sorte que P et lambda, qui sont deux variables qui cherchent à approximer la même quantité
sur l'interface restent proches l'un de l'autre. Et c'est ça qui va nous donner la continuité de la solution et la stabilité de la méthode. Alors bien sûr, il faut choisir taux, le paramètre de pénalisation. Pour la formulation en sigma, on peut résoudre un problème de Riemann et avoir un choix optimal. Et pour la formulation en Q, en fait, on a des conditions pour la convergence de la méthode. Et ensuite, on peut rajouter un deuxième paramètre d'upwinding, entre guillemets, qui est optionnel et qui va s'exprimer comme cela. Et donc, une fois que j'ai choisi mes flux, eh bien, pareil, je peux discrétiser ces expressions-là, les conditions de transmission, pour obtenir un système discret, mais qui, cette fois, est un système discret surfacique. Et donc, maintenant que j'ai tous ces problèmes locaux et ma condition de transmission discrète, eh bien, je vais pouvoir faire la condensation statique. Donc, dans le problème local, je vais éliminer tous les degrés de liberté intérieurs en inversant la matrice A, ce qui me donne une expression des inconnues locales simplement en fonction de lambda. Et cette expression, je la mets dans la condition de transmission, ce qui va me donner un système qui ne dépend plus que de lambda, que ici j'ai écrit de cette manière-là. Je peux écrire comme ça si je veux simplifier un petit peu l'écriture. Alors, donc tout ça, ça a l'air très bien. Par contre, il faut s'assurer qu'on a le droit de faire ce que je viens de faire, notamment inverser cette matrice A. Donc nous, on s'est intéressé aux propriétés théoriques de la méthode. Donc on a commencé par montrer que la matrice A est inversible à condition que oméga H soit plus petit qu'une constante qui dépend des paramètres physiques et de la géométrie de l'élément. Donc ça, c'est assez standard. Hein. C'est pour, en fait, comme on résout un problème de Dirichlet, on va éviter les résonances. Et on a quelques conditions sur le choix du paramètre de pénalisation, mais elles ne sont pas très restrictives. Ensuite, on s'est également intéressé à la vitesse de convergence de la méthode. Donc, on a pu démontrer ça donc, en comparant avec la projection de la solution exacte dans les espaces éléments finis. Ici, par contre, on obtient des résultats par des arguments type Aubin-Nitsche, donc pour des solutions qui sont très régulières. Et notamment, si on va aller vers des modèles plus compliqués, ça ne se réplique pas de manière immédiate. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on perd la superconvergence qui existe pour certaines méthodes HDG. Par contre, pour les formulations sigma et HDG+, on a les ordres optimaux de convergence. Et en revanche, on n'a pas l'ordre optimal, notamment sur la variable Q, pour la méthode HDG avec Q. Et enfin, on a vérifié qu'on pouvait aussi inverser la matrice globale M. Et ça, c'est possible à condition que la fréquence oméga ne soit pas une fréquence de résonance du problème continu. Donc, je vais finir par quelques résultats numériques. Donc, tout d'abord, on a vérifié les résultats sur les ordres de convergence qu'on voulait obtenir. Donc, ici, pour un nombre de Mach autour de 0,4, et on a vérifié en utilisant comme solution analytique les modes d'idées. Et là, c'est une erreur relative en fonction de la projection de la solution exacte. Et donc, s'il y avait de la superconvergence, on la verrait ici et on ne la voit pas. Donc, on a une assez bonne... on ne la voit pas comme on s'y attend, donc elle est vraiment perdue par le fait d'ajouter de la convection dans le modèle. De la même manière, pour la méthode HDG+, on retrouve les ordres attendus. Donc là, c'est sur le même cas test. Ensuite, j'ai quelques résultats plus illustratifs. Donc ici, on a pris un écoulement uniforme, on a borné le domaine avec une condition aux limites absorbantes et on a mis une masse de Dirac au milieu du domaine. Et on retrouve donc une fonction de Green et sur laquelle on voit clairement un effet Doppler, puisque la fréquence apparente n'est pas la même dans cette partie du domaine que dans cette partie du domaine. Et donc pour ce cas-là, avec une seule Dirac, on a existence de solutions analytiques pour valider la méthode. Et après, pour quelque chose de plus illustratif, on a essayé de mettre plusieurs Dirac dans le même domaine. Et donc là, on voit clairement toujours l'effet Doppler qu'on avait déjà. Et on voit aussi des figures d'interférence. Bon, là, en revanche, on n'a pas de solution analytique pour valider, mais ça semble assez raisonnable par rapport à ce à quoi on s'attendrait. Et ensuite, pour des trucs avec des paramètres physiques variables, ici, par exemple, on a une source ponctuelle dans un écoulement gaussien. Donc ici, on a la zone perturbée par l'écoulement gaussien. Et donc, on voit bien une modification de la propagation à l'intérieur de la zone perturbée. Et donc ça, on peut comparer. C'est des cas tests qu'on trouve assez souvent dans la littérature. Et donc, on a des résultats similaires à ce qu'il y a avec d'autres méthodes. Donc, une conclusion très rapide. Pour ce problème de Helmholtz convecté, on a quand même remarqué qu'il y avait des petites différences avec les propriétés théoriques des méthodes HDG pour le Helmholtz standard. Et si on veut
utiliser des méthodes HDG pour résoudre ce problème, il va falloir s'orienter vers soit la méthode HDG+, soit la méthode HDG avec sigma. Et la méthode HDG avec P, elle est un peu moins robuste et elle est plus dépendante au choix de paramètres de pénalisation. Après, là, on est en train de travailler à généraliser tout ça sur des modèles plus compliqués où on espère voir vraiment tout le potentiel des méthodes HDG. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif ni trop technique. Et puis si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci de m'avoir écouté.